L'information, le journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce journal magazine à suivre sur notre application smartphone et en vidéo sur Facebook Live. 3 titres à la une de ce vendredi 7 août. La disparition du rabbin Adin Stenzal, traducteur et commentateur du Talmud. Ce géant de la Torah est mort ce matin à l'âge de 83 ans. Nous lui rendrons hommage aux côtés du grand rabbin de France, Chaim Korsia. Autre titre de ce journal, la crise politique qui s'accentue en Israël. Benjamin Netanyahu et Benny Gantz ne parviennent toujours pas à s'entendre sur la question du budget et l'hypothèse d'une nouvelle élection se dessine aux grandes dames des Israéliens. Et puis on reviendra dans cette édition sur la visite d'Emmanuel Macron au Liban, le président de la République qui a mis la pression hier sur les dirigeants libanais pour entreprendre des réformes alors que les conséquences du drame de Beyrouth se feront sentir pendant longtemps dans le pays. On fera le point sur la situation dans la deuxième partie du journal. Radio J. Si un homme a incarné l'étude du Talmud au XXe siècle, c'était peut-être lui, le rabbin Adin Even Israël Stenzal, est décédé ce matin à l'âge de 83 ans. Il avait été hospitalisé à l'hôpital Sharet Tzedek de Jérusalem mardi après la dégradation de son état de santé. Rav Adin, comme l'appelaient ses élèves, avait consacré sa vie à la traduction en hébreu du Talmud, une œuvre composée en araméen dans les premiers siècles de notre ère, reconnue et étudiée dans le monde entier depuis leur traduction en anglais, espagnol, russe ou encore française. L'édition Stenzal du Talmud occupe une place éminente aujourd'hui dans la bibliothèque juive de notre temps. On va rejoindre dans un instant le grand rabbin de France, Chaim Korsia. Mais avant cela, j'aimerais vous faire écouter la voix du Rav Stenzal. Dans cet entretien à l'écrivain Amit Bouganim, le maître livre son regard sur l'œuvre à laquelle il a consacré son existence. Le Talmud, le Talmud, comme la Torah, sont les pierres angulaires de notre tradition. Le Talmud est la fondation. C'est notre pilier de soutien, notre colonne vertébrale, une sorte de catalogue de paradoxes. J'ai essayé de les retranscrire, mais ce sont davantage des impressions que des informations. Il y a très peu de travaux de ce type à avoir été créés. À partir du marbre, quelqu'un peut-il dessiner une source faite de marbre? Très difficile. Parce que la source est un courant, pas quelque chose de solide comme le marbre. C'est une dialectique vivante, un dialogue en cours et vibrant. Comment pourrait-on le définir? C'est très complexe. Mais c'est cela le Talmud, c'est une forme de dialogue suspendu dans le temps. Tel un torrent qui aurait soudain gelé. C'est un aspect qui explique la structure et le style d'écriture. Il y a un autre aspect que j'ai cherché à éclaircir. C'est un livre extrêmement intellectuel. Mais il y a aussi un paradoxe inhérent ici. C'est un livre basé sur un intellectualisme sain. Beaucoup trouveront ça impossible. Mais ce livre est un exemple d'intellectualisme sain. Où pourriez trouver un autre livre de cette envergure? Il y a d'autres livres intellectuels, mais ils ne sont pas sacrés ou l'inverse. C'est un livre intellectuel par excellence. Le grand rabbin Stenzal au micro d'Ami Bouganim. Bonjour monsieur le grand rabbin de France, Chaim Korsia. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Quelle est votre première réaction à la mort de cet immense pédagogue qui a été le grand rabbin Stenzal, Zichrono Livracha? Je crois que chacun est touché parce qu'il a permis à beaucoup de personnes de se replonger dans l'étude. Bon, il a rendu l'étude proche. Vraiment, je crois que s'il y avait un verset qui pouvait le décrire, c'est celui qui affirme à la fin de Deutéronome qui Karov Elecha Adavar, car la chose, la Torah, est proche de toi. Befircha bilvafra, la dans ta bouche et dans ton cœur, pour l'accomplir. Il nous a expliqué, et avec beaucoup de monde, à travers ses livres, à travers ses conférences, à travers ses cours, à travers vraiment toute cette façon de diffuser la Torah, à quel point la Torah était proche et qu'elle rencontrait les grandes préoccupations quotidiennes. J'ai en mémoire quelques-unes de ces interventions et ce que vous venez de passer là comme extrait était formidable, mais ne serait-ce que, par exemple,
il a repris les personnages de la Bible. Les personnages principaux et les personnages secondaires. Idem avec le Talmud, mais c'est lumineux. Il nous montre comment on passe parfois à côté de vies extraordinaires. Notamment sur les femmes de la Bible, je crois. Oui, les femmes de la Bible, mais également les personnages. J'ai un souvenir très précis de Michal, la fille du roi Saül. Il l'a décrit de manière tellement humaine, tellement touchante, qu'on se dit, mais bien sûr. Et là, on comprend ce que veut dire que la Torah raconte nos vies. Je crois qu'on a... Et puis, est-ce que vous pensez qu'il a quand même une édition Stendhal du Talmud, c'est-à-dire qu'il a été capable d'ordonnancer le Talmud de sorte que chacun puisse y avoir accès, et il a laissé son nom à cette œuvre, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Justement, monsieur le grand rabbin, comment qualifieriez-vous le style de cette édition Stendhal du Talmud ? Là, je dirais un peu comme Rashi. Il est un peu comme le Rashi contemporain, au sens que il s'attache au sens littéral. Il n'a pas cherché de grandes interprétations kabbalistiques, alors qu'il pouvait, il avait une vision très kabbalistique parfois. Mais il est resté dans le Talmud très littéral, j'ai presque en suivant le texte, comme s'il nous prenait par la main et il nous faisait découvrir ce texte. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose. On a une grande chance d'avoir eu un tel maître dans notre génération. Le rabbin Stendhal avait commencé ce chantier époustouflant en 1965 pour l'achever en 2010. Vous parliez de Rashi à l'instant. Personne depuis le maître de Troyes au XIe siècle n'avait réussi un tel tour de force. Est-ce qu'il entrera dans la postérité comme le Rashi de l'époque contemporaine ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais je pense qu'il a... Vous voyez, parfois il n'y a pas besoin de laisser son nom. Vous prenez le Shas Vilna, le traité du Talmud, il était à Vilna. Il y en a eu d'autres, mais c'est celui-là qui fait foi maintenant. Tout le monde a un Shas Vilna, c'est-à-dire l'édition de Vilna du Talmud. Maintenant, il y a celui de Stendhal. Et quand on étudie dans des cours, moi je vois très souvent, je donne la référence Vilna, et puis, même si elle est aussi dans le Stendhal, le volume dans le Stendhal, parce que les gens suivent. Et c'est une façon d'entrer dans le texte qui est à la fois très moderne et à la fois très respectueuse de l'histoire du texte, de la tradition. Donc tout ce qui était le Rav Stendhal, moi je crois qu'on a, oui, ce Shabbat, c'est l'un des Shabbatot où il y a le dernier discours de Moïse au peuple d'Israël. On a eu aussi la chance d'entendre ce discours du Rav Stendhal. Monsieur le grand rabbin de France, de nombreuses personnalités dans le monde rendent hommage aujourd'hui au Rav Stendhal. Pour n'en citer qu'une, Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, évoque à son propos un génie de la Torah et un merveilleux homme d'esprit. Le rabbin Stendhal a œuvré tout au long de sa vie, vous le disiez, pour la diffusion la plus large possible du Talmud. Comment est-ce qu'on peut, selon vous, encourager le plus largement possible des gens de tout univers à découvrir cette œuvre exceptionnelle ? En fait, faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire que vous pouvez dire, venez étudier, alors on vous suit ou pas, et puis il peut donner les outils pour le faire. Et lui, il a offert à chacun, à chacune, des outils scripturaires, un texte, pour pouvoir le faire. Et ça, c'était d'ouvrir la porte. Oui, il y a une différence quand on le vit tous. Quand vous dites à quelqu'un, venez à la maison, il n'ose pas le faire. Mais quand vous dites, venez tel jour à telle heure, là, déjà, c'est plus concret. Mais je crois qu'il nous a dit, allez, venez maintenant, comme le disait Maxime Despères. Si c'est pas maintenant, ça sera quand ? Allez, venez maintenant. Il a donné les clés, finalement. Ouvrez le livre, exactement. Ouvrez le livre, entrez dans le texte et avancez. Je vous guiderai, je vous accompagnerai. Et ce qu'il a fait, c'est, je crois qu'il a popularisé, il a ouvert à beaucoup la possibilité d'utiliser le Talmud. Il l'a fait aussi à une partie de la population qui avait besoin d'avoir des références très contemporaines, très modernes, de la sagesse des nations, je dirais. Et c'était un grand universitaire. Je crois que la dernière fois que je l'ai reçu, c'était pour une réunion informelle que j'avais organisée à l'Institut de France. Et je crois qu'il était assez fier d'être sous la coupole de l'Académie française. On a fait cette petite réunion ensemble dans une salle où on préparait un projet. Et je me disais, finalement, il a parfaitement sa place. Il est, vous voyez, à la fois une sagesse de la Torah et en même temps une sagesse des nations. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin de France, Chaim Korset, d'avoir été mon invité cet après-midi pour rendre hommage au rabbin Adin Stendhal, décédé ce matin à l'âge de 83 ans. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
Politique israélienne maintenant et la rumeur court d'une prochaine élection. Les députés de la Knesset ont jusqu'au 25 août pour voter le budget. Mais Benyamin Netanyahou et Benny Gantz ne parviennent toujours pas à s'entendre. Le premier évoque un budget d'1 an, le second de 2 ans en conformité avec l'accord de coalition signé par les deux hommes. Une coalition qui est désormais sérieusement menacée. On fait le point avec la revue de presse israélienne de Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. La manchette qui a attiré notre attention ce matin est celle du Yediot Aharonot parce qu'elle semble être le reflet d'une terrible fatalité politique en Israël. Nous fonçons vers de nouvelles élections, annonce en effet le grand quotidien israélien en grand titre de son édition de ce vendredi. Netanyahou et Gantz ont 18 jours pour régler la crise du budget de l'État, mais les deux leaders, les deux premiers ministres, se retranchent derrière leur position et paraissent incapables de faire la moindre concession, le moindre compromis pour empêcher la dissolution du Parlement israélien et la tenue de nouvelles élections, les 4e en 2 ans. Le Yediot Aharonot explique que la situation est telle qu'aucun ordre du jour n'a été déposé pour la réunion du Conseil des ministres de dimanche, ce qui est exceptionnel. Explication à Bleu Blanc, on craint en effet que le Premier ministre entende faire voter le budget de l'État 2020 lors d'une manœuvre précipitée. Et c'est pourquoi on refuse donc de valider l'ordre du jour du Conseil des ministres de dimanche. Et ce matin, les commentateurs politiques du Yediot Aharonot avancent prudemment leurs pronostics, leurs explications face à cette situation stupéfiante parce qu'elle intervient, rappelons-le, en particulier en pleine crise sanitaire et économique. Nahum Barnea et Tova Tzimouki écrivent ce matin « Il n'y a pas de symétrie dans le gouvernement d'urgence nationale alors que le Likoud s'excite, Bleu-Blanc hésite. Car s'exciter, ce n'est pas vraiment dans l'ADN du parti de Benny Gantz et même les leaders du parti centriste considèrent qu'au bout du compte, c'est Benyamin Netanyahou qui remportera le bras de fer. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la loi du plus fort qui l'emporte toujours dans la politique israélienne quand Benyamin Netanyahou est présent. Si McEdmond parle du jeu des élections, ni Gantz ni Netanyahou ne voient en face d'eux le bien de la population israélienne, ils ne voient qu'un problème politique. En résumé, comment Netanyahou conserve la porte de sortie du budget de l'État pour ne pas avoir à céder dans 1 an le pouvoir à Benny Gantz, et Gantz qui tente, lui, timidement de l'en empêcher. Amit Segal lui écrit, toujours dans le Yediot Aharonot, que l'énigme du mois, peut-être même de l'année, sera de savoir si Benyamin Netanyahou a bel et bien décidé de projeter le pays vers de nouvelles élections ou non. Ou bien, peut-être a-t-il décidé de détenir en otage toute la classe politique sous la menace d'élections. Mais une chose est sûre, écrit Amit Segal, cette classe politique considère cette menace actuellement avec le plus grand sérieux. Le Israël Hayom lui mentionne aussi la crise du budget et parle d'explosion politique imminente. Et puisque l'on est dans l'atmosphère préélectorale, eh bien le quotidien gratuit reprend le sondage réalisé et diffusé hier soir par la chaîne 13 de télévision israélienne qui indique que le Likoud continue à s'affaiblir, que Bennett et Yamina continuent à se renforcer et que Benny Gantz continue à s'effondrer. En données de sièges, cela donne 29 sièges seulement pour le Likoud, 19 pour Naftali Bennett, 17 pour Lapid et 8 petits mandats pour Benny Gantz. Le bloc de droite orthodoxe conserve 62 mandats, donc une majorité absolue. Même tendance à constater dans le sondage diffusé hier soir par la chaîne de télévision publique, la 11. La revue de presse israélienne de Daniel Haïk. On reste en Israël pour parler maintenant du coronavirus. 1674 nouveaux malades ont été enregistrés hier. Parmi les 28 382 cas actifs, 374 patients se trouvent dans un état sérieux. Le nombre de morts s'établit, lui, à 578 victimes. Et dans ce contexte, les autorités préparent déjà la rentrée, notamment celle des classes. Le ministre de l'Éducation, Yoav Gallant, s'est engagé hier à rouvrir les écoles dès le 1er septembre. Nous serons prêts, assure-t-il. Il y aura des difficultés, mais nous y ferons face. Pas de changement particulier à attendre pour les élèves de maternelle, de CP ou de CE1, mais ceux de CE2 et de CM1 seront répartis en capsules pour limiter la diffusion du virus. En France, la hausse se confirme. Le nombre de personnes diagnostiquées positives au Covid-19 réalise un nouveau bond, plus de 30% en une semaine. 1604 nouveaux cas ont été enregistrés hier, à peine un peu moins que la veille. Le président Emmanuel Macron a annoncé hier la tenue d'un nouveau conseil de défense sur le Covid la semaine prochaine. 14h16, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de ce journal magazine. Vous êtes bien sûr Radio J, à tout de suite. Sécurité avec Philippe, un nouvel incident à la frontière nord israélienne la nuit dernière. Un drone s'est infiltré dans l'espace aérien israélien. Il a été intercepté par les forces de Tzal dans la région du Mont Hermon. Un incident similaire avait déjà eu lieu à la mi-juillet. On reste maintenant au Liban avec vous, Eric Haddad. Bonjour. Le président de la République, Emmanuel Macron, hier, était en déplacement à Beyrouth et il a dit comprendre la colère des Libanais.
Et lors de la conférence de presse qui a clos son voyage, Emmanuel Macron a rappelé la souveraineté libanaise avant de rendre hommage à la colère de la rue et dénoncer un système qui a été, selon lui, capturé par une corruption organisée. Le président a ensuite invoqué l'aide internationale avant de faire planer les risques de corruption qui ne manquent pas de surgir une fois passé le temps de l'urgence. Il faut rebâtir la confiance et l'espoir. Elle ne se décrète pas, elle ne se reconquiert pas du jour au lendemain. Mais elle suppose une refondation d'un ordre politique nouveau, où chacun, au-delà des divisions dans lesquelles il s'est réfugié, d'un confessionnalisme qui a été parfois capturé, d'un système qui a été, lui aussi, capturé par une corruption organisée, d'avoir la force de rebâtir une union nationale pour mener les réformes indispensables dont les Libanaises, les Libanais ont besoin, de procéder aux opérations de transparence indispensables sur le système bancaire, la Banque centrale, de le faire dans un cadre international, de coopérer avec le Fonds monétaire international. Je me battrai pour que la solidarité internationale soit là. Emmanuel Macron, Eric, qui a donc annoncé hier une conférence de soutien au Liban. Et cette conférence doit permettre, selon lui, une transparence pour que l'ensemble de cette aide soit directement acheminée aux populations, aux ONG et aux équipes sur le terrain qui en ont besoin, sans qu'aucun détournement ne soit possible. Emmanuel Macron a aussi précisé que ce n'était pas à la France et pas à un président français d'écrire l'histoire des Libanais. Il a aussi annoncé qu'il reviendrait faire un point d'étape le 1er septembre, jour du centenaire du Grand Liban, créé par la France. Merci Eric Haddad. La page culture de ce journal maintenant. Bonjour Alexandra Sénigou. Bonjour Steve. Avec une très bonne nouvelle que vous nous annoncez, la 3e saison de la série Les Shtisel, une famille à Jérusalem, est en tournage. Et oui Steve, la société de production de la série israélienne Les Shtisel a partagé mercredi les premières photos officielles de la 3e saison, actuellement en tournage à Jérusalem dans le respect des règles du Covid-19. Réalisée par Alon Zigman, la série Les Shtisel a été diffusée pour la première fois en Israël en 2013, mais le programme populaire a séduit le monde grâce à un accord annoncé avec la plateforme Netflix. Auréolée de 10 prix, elle est centrée sur la relation d'un père et de son plus jeune fils et raconte la vie d'une famille contemporaine de juifs haredim vivant dans le quartier de Géoula à Jérusalem. Quartier de Géoula à Jérusalem. On va écouter tout de suite, Alexandra, la bande-annonce de la série 1 de cette merveilleuse série. In the heart of Jerusalem, in an isolated community, a father and his unwed son share an apartment, their memories and their dreams. אנחנו איבדנו את האישה שלנו לפני שנה בערך. אז שנפטרה, אני חולם עליה. אמא? מה זה בא לומר כל החלומות האלה? לא בא לומר שום דבר. זהו, מה זה? חלום סחבתא, אתה זיכרונו לברכה. זה יקום תרצח ועלום דבוירה. La série met en vedette les personnages de Rouchami, Akiva et Shulem, joués respectivement par Shira Haas, Michael Aloni et Dov Glickman. Les Shtisel dépeint avec tendresse le quotidien d'une communauté orthodoxe. La série introduit des personnalités fortes et attachantes, mises en avant par la qualité des dialogues et le jeu magnifique des acteurs, un sujet traité avec une pointe d'humour qui nous fait presque oublier le monde d'ordinaire difficile d'accès où cette série nous emmène. La saison devrait être disponible sur Netflix, mais aucune date de sortie n'a pour l'instant été annoncée. Mais on peut déjà se rattraper en regardant les 2 premières saisons sur Netflix. Alexandra, vous restez avec nous pour nous dire un mot de la météo. Il fait très très chaud aujourd'hui. Et oui Steve, au programme de ce vendredi, chaleur et encore chaleur sur toute la France avec des températures qui frôlent la barre des 40 degrés. Météo France a d'ailleurs placé 45 départements en vigilance orange canicule. Le pic de chaleur est très intense et il touchera d'abord les régions allant du sud-ouest au Pays de la Loire. Il sera prolongé par un épisode caniculaire durable sur une grande partie de la France, marqué par des nuits chaudes, voire caniculaires.
En Ile-de-France aujourd'hui, pas un nuage avec 37 degrés cet après-midi à Paris. Cet après-midi, la côte normande ne sera même pas épargnée par la canicule avec 35 degrés à Trouville. Bordeaux également sous un soleil de plomb avec un thermomètre qui indiquera 40 degrés. Sur la Côte d'Azur, le climat reste dans les normales de saison avec 30 degrés à Nice, 31 à Cannes et 29 à Marseille. La température de la Méditerranée reste idéale pour la baignade, elle est à 26 degrés. Une chaleur qui va s'installer, Alexandra, pendant plusieurs jours. Et oui, ce week-end ne s'annonce malheureusement pas plus frais. La canicule devrait continuer jusqu'à mardi au moins. Demain, il fera 38 degrés à Paris. Également, il fera 31 degrés du côté de Juan-les-Pins, 34 à Toulouse et 33 à Strasbourg. Je rappelle que même s'il serait tentant de mouiller son masque en tissu pour mieux supporter la chaleur, c'est absolument à éviter d'après la Direction générale de la santé. Pour plus de confort en période de canicule, il est conseillé de respirer par le nez plutôt que par la bouche et privilégier un masque en coton. Pour éviter tout malaise en cette période, pensez à bien vous hydrater et essayez de limiter les sorties entre midi et 17h. Qu'en est-il en Israël, Alexandra ? En Israël, la chaleur et le ciel bleu sont également au rendez-vous avec 32 degrés à Jérusalem et 30 degrés du côté de Tel Aviv cet après-midi. Grand soleil à Netanya avec 31 degrés et il fera 40 degrés à Eilat. Merci Alexandra, c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouverez l'édito de Serge Hachdenberg. On se sépare en musique avec Avram Fried et cette belle mélodie sobrement intitulée Abba. Prochain rendez-vous de l'information à 15h avec le flash qui vous sera présenté par Eric Haddad. Je vous retrouverai pour ma part avec plaisir dès le 24 août. D'ici là, Shabbat Shalom, portez-vous bien.